Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors cette vidéo, on me l'a demandé énormément et effectivement, je me suis posé la question de comment aborder finalement l'angle du football qui déchaîne des passions. Il y a énormément d'émotions. Je pense que vous avez vu un petit peu là les réactions. Il y a des manifestations de joie. Il y a de la casse également, malheureusement, et c'est stupide parce que ça reste un sport et je comprends pas pourquoi les gens sont débiles au point de faire n'importe quoi. Mais néanmoins, on a cette équipe du Maroc, cette très belle équipe du Maroc, qui a créé une énorme surprise au mondial. Et derrière, pourquoi cette équipe du Maroc, finalement, elle a créé la surprise? Pourquoi il y a autant d'engouement? Parce qu'encore une fois, il faut le voir. Dubaï, tout le monde en parle. J'ai vu dans les pays africains beaucoup de pays qui encouragent le Maroc, pays arabes, pays asiatiques, en Europe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde a encouragé. J'ai vu des articles dans le Washington Post, New York Times. C'est pas rien. C'est juste un phénomène mondial. Pourtant, c'est juste une petite coupe du monde, vous allez me dire. C'est juste du foot. C'est juste de la balle. Et c'est, moi, encore une fois, mon avis. Ça reste du foot. D'accord? C'est arrêtez les gars. Ça reste juste du foot. C'est un jeu. Mais pourquoi? La question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est pourquoi? Pourquoi il y a un tel engouement? Donc j'ai préparé bien évidemment, pas mal de choses et je vais essayer d'y répondre de manière concrète. Alors, 1er grand point, c'est finalement pourquoi le foot déchaîne autant de passion? Pourquoi l'équipe marocaine attire autant de sympathie dans le monde entier? Vous voyez ici, c'est un article, les fans asiatiques sont pour l'underdog Maroc. Underdog, ça veut dire genre l'outsider, l'équipe que personne n'attendait. Eh bien, les fans asiatiques sont pour le Maroc. Ce qui est quand même, le Maroc, c'est en Afrique du Nord. Les Asiatiques n'ont rien à voir avec les Marocains. Et pourtant, ils sont derrière le Maroc. Et en fait, il faut vraiment comprendre un truc. C'est Rocky versus, je sais pas moi, les costauds Apollo Creed et autres. Et à chaque fois, Rocky était genre l'underdog, c'est-à-dire le plus faible. David contre Goliath. Donc le Maroc n'a aucune chance de gagner. Sur le papier, le Maroc n'avait aucune chance de gagner. Quand il a fait égalité avec la Croatie, déjà, c'était un exploit. Puis quand il bat la Belgique, les gens se sont dit, bon, ok, c'est peut-être une surprise, c'est peut-être incroyable, mais le Maroc ne peut pas battre la Belgique, deuxième meilleure équipe au monde selon la FIFA. Et ensuite, le Maroc bat le Canada. Alors, désolé les amis canadiens, je vous adore, mais le Canada, c'est pas le pays du foot, mais le Canadien et le Canada avaient une magnifique équipe de foot. C'est une très, très belle équipe de foot. Sauf que, encore une fois, ils sont encore jeunes dans la Coupe du Monde, etc. Et puis, l'énorme surprise, c'est l'Espagne, qui était quand même l'un des prétendants à la Coupe du Monde. Une Espagne magnifique. Je pense que vous avez vu le match contre le Costa Rica. Ils ont battu Costa Rica 6-0, 6-1, je sais pas. Et très belle équipe. L'équipe qui domine le match du début à la fin. C'est-à-dire, ils ont la balle. Les Marocains, ils subissent, ils subissent, ils subissent, ils subissent. Et puis, ce qui est incroyable, c'est cette séance de tir au but. Et là, en fait, le Maroc gagne. Et ça me rappelle, alors, pour ceux qui ont de la mémoire ou qui sont un petit peu anciens, la Coupe du Monde, France, et la France qui joue contre le Paraguay. Et je pense qu'il y a eu une séance de tir au but. Et en fait, la France, personne ne l'a donnée gagnante également, hein, en 98. Genre, personne n'y croyait. C'est pour ça que les gens étaient tellement contents. Je me souviens à l'époque, voilà, tout le monde était genre aux anges, mais personne ne pensait que la France allait gagner, hein. Mais il y a eu des avantages et je vais vous en parler par la suite. Mais rappelez-vous également de Maradona. Maradona, tous les pays du tiers-monde adoraient Maradona et au-delà du tiers-monde, tout le monde adorait Maradona parce qu'encore une fois, c'est l'Argentine et quand il y a eu le Argentine-Angleterre, la main de Dieu, hein, Maradona, il a marqué avec sa main et les Anglais, ils ont été dégoûtés. Il faut savoir qu'il y avait un conflit militaire entre l'Argentine et l'Angleterre et finalement Maradona, il a vengé, son pays, mais il a également vengé beaucoup de pays du tiers-monde et cetera qui n'aimaient pas forcément l'Angleterre. Donc il y a toujours dans cette dimension, il faut savoir encore une fois une chose, il y a des pays, puissants qui sont des puissances économiques, puissances militaires depuis des décennies, voire des siècles
Et il y a des pays qui ont été colonisés ou qui ont été en position de faiblesse. Et clairement, ils vont favoriser et ils vont donner la préférence aux plus faibles par rapport aux plus forts. D'accord? Et donc, quand vous avez Maradona, tout le monde était derrière Maradona. C'était juste incroyable. Tout le monde adorait Maradona. Tout le monde considérait que Maradona, c'était un dieu du foot. Et l'autre point important, c'est que on a parlé des Asiatiques. Aucune équipe asiatique n'a remporté la Coupe du Monde. Aucune équipe africaine n'a remporté la Coupe du Monde, alors qu'ils ne déméritent pas. Un autre point, hein, c'est finalement le foot, c'est un jeu et c'est l'opium du peuple. Et donc, à partir de là, effectivement, dans les pays émergents, le foot, c'est presque une religion. Aller dans des pays africains, latino-américains, etc., le foot, c'est un espoir. Les gens vivent à travers le foot, vivent à travers les matchs de foot. Et pour eux, en fait, c'est pas juste un match. C'est comme s'il y avait une victoire économique, victoire financière. C'est également une sorte de revanche. En fait, c'est plein, plein, plein de choses qui expliquent finalement cet engouement qui, pour moi, est irrationnel, même si je suis super content, mais qui est totalement irrationnel. Mais il faut comprendre, encore une fois, que dans les pays émergents, les gens vivent du foot, adorent le foot. C'est le plus grand sport. D'accord? Il n'y a pas de. Parce que le basket, ok, mais c'est les États-Unis. Vous avez le cricket, mais c'est pas pour tout le monde. Ok, mais le foot, c'est universel. C'est le sport universel par excellence. C'est le plus grand et du moins le sport, parce que je ne vais pas dire que c'est le plus grand sport, non, il y a pas tous les sports sont extraordinaires, mais c'est le sport le plus populaire au monde. Et les États l'ont compris. C'est la raison pour laquelle il y a une dimension politique. Gagner la Coupe du Monde, c'est politique. Gagner la Coupe du Monde, c'est le prestige. Gagner la Coupe du Monde, c'est affirmer sa puissance économique, son influence, tout ce que vous voulez. Par exemple, le Brésil. Moi, je ne connais pas le Brésil, j'ai jamais été au Brésil, mais les Brésiliens, on les adore grâce au foot. C'est la plus belle diplomatie qui existe. Je sais pas moi, Pelé, tout le monde a entendu parler de Pelé. Tout le monde parle des Brésiliens. Tout le monde dit jouer comme un Brésilien, dribbler comme un Brésilien. Parce que derrière, le foot, clairement, a un impact juste incroyable sur la population internationale. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est pas rien. Et aujourd'hui, le Maroc, qui arrive au quart de finale, je ne sais pas s'il va gagner. Honnêtement, c'est déjà un exploit d'arriver à ce stade-là. Et je vais arriver à la fin et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais pourquoi les Africains sont aussi contents? Pourquoi les Asiatiques sont... Pourquoi dans le monde, le monde entier est aussi content que le Maroc arrive à ce stade? Bah, parce que finalement, il y a un complexe. Et il y a également le fait que beaucoup de pays africains se disent pourquoi nous? Pourquoi on n'y arrive pas? Et clairement, le fait qu'un pays comme le Maroc, qui n'a pas la meilleure équipe, qui n'a pas le plus grand jeu. Il faut être honnête, d'accord? Moi, j'ai connu des équipes marocaines plus belles, plus techniques, plus... Mais cette équipe marocaine a mouillé la chemise jusqu'au bout. C'est juste incroyable. Et le peuple était derrière, les spectateurs, les gens, ils vont tout faire pour regarder ce match. Et c'est là où vous voyez que ça dépasse un match de foot, quoi. Ça va au-delà, au-delà, au-delà du match de foot. On en arrive à présent à pourquoi finalement les équipes africaines ne gagnent pas la Coupe du Monde. Pourquoi? La première grande raison, c'est que les équipes africaines ne sont pas les plus riches, d'accord? Le foot, c'est d'abord et avant tout un énorme business. Les équipes les plus riches sont européennes, sud-américaines. Quand je dis les plus riches, premièrement, les moyens qu'ils consacrent, c'est un investissement. C'est-à-dire que derrière, il y a une formation, il y a un suivi, il y a également beaucoup, beaucoup d'argent public et privé, des sponsoring, etc. Parce qu'il y a également des fédérations qui sont appuyées par des sponsors. Si par exemple vous êtes un petit pays africain, bah, le sponsor il va se foutre de votre gueule ou il va pas vous donner beaucoup d'argent parce qu'il considère que le pays n'est pas assez intéressant parce que c'est économique. Parce que le sponsor, par exemple, je sais pas moi, on prend des grandes marques, Nike, Adidas ou autres, elles le font pas parce qu'elles sont sympas ou parce qu'elles aiment le sport ou elles le font parce que derrière elles vont vendre.
Elles vont vendre des t-shirts, elles vont vendre des chaussures de sport, elles vont vendre des hamburgers, des boissons, de la bière, etc. Parce que derrière, il y a un business. C'est un business. Et est-ce que les pays africains sont riches financièrement, économiquement? Pas pour le moment. Ça va arriver, bien évidemment. On est au 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer durant ce siècle. Mais une chose est sûre, ces équipes, pour le moment, ne reçoivent pas énormément d'argent de la part des sponsors. Généralement, les pays, bon, ils se battent, et donc ils n'ont pas énormément d'argent à consacrer au sport. Mais les pays européens, notamment l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, c'est énormément d'argent. C'est des championnats où il y a énormément d'argent, c'est un investissement à long terme, ce sont des centres de formation et le Brésil également. Donc, il y a clairement une vision business et le business et l'argent permet également d'expliquer les performances. Ici, on voit finalement les meilleures équipes depuis la création de la Coupe du Monde. On voit que l'Espagne a gagné une fois la Coupe du Monde, l'Angleterre une fois la Coupe du Monde, l'Argentine, l'Uruguay deux fois, mais ça compte pas vraiment. C'était avant. C'était avant, voilà, les années avant vraiment voilà, le renouveau, etc. La France, deux fois. L'Argentine, deux fois. L'Italie, quatre fois. L'Allemagne, quatre fois. Et le Brésil, cinq fois. Et on se rend compte que ces équipes, finalement, sont extrêmement puissantes. Ici, vous voyez, c'est les quarts de finale. Et on a la Croatie versus le Brésil. D'accord. Et je vais vous parler ensuite du budget et de la valeur des équipes en question. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant. Le Maroc versus le Portugal, les Pays-Bas versus l'Argentine et l'Angleterre versus la France. À votre avis, quelle est l'équipe qui aujourd'hui pèse le plus lourd sur un plan financier? On va y arriver. C'est l'Angleterre. Incroyable. L'Angleterre, alors on parle bien évidemment de la transfert, de la valeur des transferts, d'accord? Et on voit que l'Angleterre, ça représente 1500 millions, à savoir 1,5 milliard. Donc les joueurs, les transferts, etc. Et on prend en compte cette valeur et ça nous donne une estimation de la valeur. Il y a une deuxième estimation que je vais aborder juste après. Deuxième, le Brésil. Troisième, vous voyez, la France. D'accord? Ensuite, quatrième, l'Espagne. Le Portugal, cinquième. L'Allemagne, sixième. Les Pays-Bas, septième. L'Argentine, huitième. Vous voyez déjà, il y a le quart de finale ici. Tous les pays sont au quart de finale et hormis l'outsider, le Maroc. L'autre point intéressant, c'est que l'Espagne est sortie, alors que c'est quand même une équipe qui est très très bien classée, et l'Allemagne est également sortie. On a deux pays qui sont parmi finalement les pays les mieux dotés, avec les meilleurs joueurs au monde, avec les équipes les plus chères au monde, et pourtant vous avez ces deux équipes qui sont sorties. Normalement, ces deux équipes auraient dû faire partie du top. Idem pour l'Italie, hein, qui n'a même pas réussi à passer finalement le cap. Mais vous voyez ici, c'est très intéressant. On ne voit pas l'Italie. L'Angleterre, Brésil, France, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Argentine. L'Italie, on la voit même pas. Alors, par contre, pardon. On la voit pas parce que c'est par rapport à la Coupe du Monde. C'est pour ça que je me disais c'est bizarre. Vous voyez la Belgique est là. La Croatie, très intéressant. La Croatie n'est pas aussi riche sur un plan individualité, etc., que les autres équipes. La Serbie, le Danemark, la Suisse. Et vous voyez, plus on descend dans le classement, et plus effectivement les équipes sont de moins en moins représentées. Mais elles sont toujours représentées. La Suisse était au huitième de finale. La Belgique, bon, malheureusement, on n'a pas pu se qualifier. Les États-Unis, ils étaient en huitième de finale également. D'accord? Mais vous voyez qu'elles font partie des équipes les plus riches. Et puis juste après, vous avez deux équipes africaines. Très intéressant. Est-ce que ces équipes africaines sont très pauvres? Est-ce que la valeur des transferts sont très très bas? Non. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal aujourd'hui a des joueurs de très grande qualité qui jouent dans les meilleurs championnats et le Maroc également. Alors bien sûr, ils ne sont pas au niveau des grandes équipes, ils ne sont pas au niveau de la France, du Brésil, etc. Mais ces deux équipes, néanmoins, elles pèsent quand même assez lourd.
Puis on descend dans le classement et là, vous avez la Pologne, d'accord? Et ensuite le Ghana, pays africain, le Japon, pas voilà, mais ils sont allés au huitième de finale, bravo. Le Mexique, le Canada, les Pays de Galles, le Cameroun, l'Équateur, la Corée du Sud, la Tunisie, 57 millions, l'Iran, 53 millions. Et vous voyez ici le Costa Rica, l'Espagne a battu le Costa Rica, mais effectivement, quand tu as une équipe qui, sur le papier, pèse plus d'un milliard et tu as une équipe avec les transferts, c'est 23 millions, il y a pas photo. Le Qatar, beaucoup de gens se sont foutus du Qatar, mais voilà, le Qatar, il fait ce qu'il peut. Mais idem, c'est une petite équipe. L'Australie, bravo. Ils sont montés en huitième de finale, alors que c'est une petite équipe. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, alors que. Donc ici, déjà, vous avez un aperçu de la Coupe du Monde. Qui va gagner la Coupe du Monde? Les équipes qui ont le plus de dollars. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et les choses sont plus qu'évidentes. Pourquoi aucune équipe africaine n'a réussi à gagner la Coupe du Monde? Vous avez la raison. Et j'ai presque envie de dire, ce qui est intéressant ici dans notre classement, alors l'Allemagne est sortie, hein, mais l'Allemagne a gagné 4 fois la Coupe du Monde. Il faut savoir que l'Allemagne, bon, c'est le pays le plus riche européen, d'accord? Donc le pays le plus riche qui a finalement presque autant de Coupes du Monde que le Brésil. C'est également l'un des pays qui consacre énormément d'argent à ses joueurs. Et l'autre point, je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent bien le foot, les Allemands sont connus pour leur mindset de fou. C'est-à-dire, ils lâchent rien, ils arrivent toujours à gagner. C'est des tueurs, d'accord? Au niveau du foot, les Allemands, d'ailleurs, ils ont éliminé ils ont gagné la Coupe du Monde au Brésil et ils ont humilié le Brésil. Je pense que Neymar, voilà, tout le monde était en pleurs. Le Brésil, c'était le deuil national au Brésil, hein. L'Allemagne a défoncé le Brésil et le Brésil était en deuil, quoi, hein. Mais on voit bien que derrière l'Allemagne, il y a le fait que c'est le pays vaincu. Alors, c'est intéressant, l'Allemagne et l'Italie. Ce sont les deux pays qui ont été battus pendant finalement la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont les deux pays qui ont le plus de Coupes du Monde. Alors, est-ce qu'il y a une coïncidence? Peut-être. Parce que derrière, encore une fois, l'Allemagne est le pays le plus riche en Europe. Et clairement, le prestige de la Coupe du Monde est évident. C'est-à-dire, le foot, comme je vous l'ai dit, hein, c'est presque une religion dans plusieurs pays. Et le fait d'avoir un pays avec une Coupe du Monde, ou avec deux Coupes du Monde, ou avec quatre Coupes du Monde, le prestige, il augmente comme pas possible. Quand la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, je suis sûr que le prestige de la France au niveau mondial est monté d'un cran. C'est-à-dire, la France, on aimait bien la France, mais avec la Coupe du Monde, on aime encore mieux la France. Donc la Coupe du Monde, c'est comment dirais-je, de la diplomatie, c'est de la politique d'influence, etc. Et au-delà du côté financier, maintenant, je pense que vous avez compris qu'il y a une vraie corrélation entre argent et victoire. Il n'y a pas photo. Il y a plein de choses qui permettent d'expliquer pourquoi finalement aucune équipe africaine n'a réussi à gagner la Coupe du Monde. Premièrement, les Africains n'ont pas autant d'argent que les Européens. Pourtant, voilà, il y a d'excellents joueurs africains ou d'origine africaine, même dans les meilleurs championnats européens, mondiaux. Et on pense à Mbappé, dont le papa est camerounais, la maman est algérienne. Il est né en France, il a été formé en France, et c'est pour moi logique qu'il joue pour la France. Maintenant, encore une fois, Mbappé, c'est un exemple typique voilà, de grand talent. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Et pourtant, c'est un joueur voilà, qui a des origines africaines. Très peu d'équipes africaines au mondial comparé aux autres continents, notamment l'Europe et l'Amérique du Sud. Les équipes africaines, il faut savoir qu'elles n'ont pu participer que assez récemment à la Coupe du Monde, parce qu'auparavant, elles n'avaient pas le droit de participer. C'est très, très important. Regardez ici, très important. Il faut vraiment pas l'oublier, les amis, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. La première équipe africaine qui a participé à la Coupe du Monde, c'est l'Égypte, d'accord, en 1934. Et ensuite, pendant 36 ans, plus d'équipes africaines, parce qu'il y avait la colonisation, il y a eu des conflits, des guerres, etc. Et pendant 36 ans, aucune équipe africaine
n'a participé à la Coupe du monde. Il a fallu attendre 1970. C'est incroyable. Le Maroc au Mexique pour avoir la première participation d'une équipe africaine au mondial. Donc, déjà, sur un plan historique, bah, ça permet de comprendre énormément de choses parce que les autres équipes sont finalement des équipes qui sont habituées à la Coupe du Monde, qui ont une histoire avec la Coupe du Monde et ça. Et malgré ça, la France n'a eu sa première Coupe du Monde qu'en 1998. Alors, elle a fait de très bonnes prestations. On se rappelle Platini, je pense, 86. La France mais n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais elle avait fait une très très belle prestation. Mais voilà, il a fallu attendre longtemps. Ensuite, l'autre point, c'est que le pays organisateur, c'est également le pays qui remporte la Coupe du Monde. Pas toujours, mais souvent. Ou alors, quand le pays organisateur, souvent le pays organisateur va bien se classer. À part le Qatar, mais bon voilà, le Qatar, c'est vraiment une exception. Mais ici, on pense à l'Angleterre, d'accord? La France en 98, c'était organisé en France. Donc le fait d'organiser la Coupe du monde, c'est un énorme plus. Or, la Coupe du monde n'a été organisée en Afrique, si ma mémoire est bonne, qu'une seule fois, Afrique du Sud. On n'a pas eu de deuxième participation en Afrique, d'accord? Et donc, il y a eu en Asie, Japon, Corée, et je pense qu'à cette année, la Corée a fait un très très bon score. Je pense qu'ils sont arrivés aux demi-finales, hein, si ma mémoire est bonne. Et clairement, le fait d'organiser la Coupe du monde, ça joue un rôle important. Et donc, et alors l'autre point, c'est qu'il y a peu d'équipes africaines comparées aux équipes européennes et comparées aux équipes sud-américaines. Il y en a moins, d'accord? Et en fait, le fait d'avoir plus de pays, donc plus de pays africains en Coupe du monde. Deux, qu'est-ce qu'on a dit? Plus de pays organisateurs en Afrique. D'accord? Et bien évidemment, 3, plus de moyens, c'est-à-dire que les équipes, elles ont un budget, il y a un vrai investissement, il y a une vraie logique, une vraie stratégie sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, parce qu'on ne crée pas de grandes équipes comme ça du jour au lendemain. La France n'est pas devenue sur un plan footballistique ce qu'elle est du jour au lendemain. Idem pour le Brésil, idem. Il y a une histoire, il y a beaucoup d'argent investi, etc. Et malgré ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, les Allemands ont été humiliés, ils sont sortis du premier tour. En Allemagne, c'est un scandale parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Idem pour l'Espagne, hein. L'entraîneur a été limogé et je pense que les Espagnols aujourd'hui, c'est voilà, catastrophique. Mais on voit clairement que pour augmenter les chances de l'Afrique de gagner la Coupe du monde, il faut plus d'équipes, plus de pays organisateurs, plus d'argent. D'accord? Il n'y a pas photo. Et là, vous avez effectivement le tiercé gagnant. Alors, on va finir cette vidéo avec finalement le coach marocain, Regragui, qui a vraiment été exceptionnel. Je pèse mes mots parce que au départ, cette équipe du Maroc, elle avait tout pour perdre. Tout pour perdre. Premièrement, comme vous l'avez compris, c'est pas les mêmes moyens que les équipes européennes ou sud-américaines, hein. On prend ici, par exemple, les meilleures équipes. Vous voyez ici donc l'Angleterre et vous voyez la valeur, hein, des joueurs anglais. Vous voyez des joueurs qui valent 110 millions d'euros, 90 millions d'euros, 70 millions d'euros. Et donc, l'Angleterre, c'est l'équipe numéro un, l'équipe la plus riche. Numéro 2, vous avez le Brésil, Vinicius, vous avez bien sûr Neymar, Guimarães. Alors Vinicius, apparemment, c'est encore plus que Neymar, Marquinhos. En France, vous avez Mbappé, Aurélien, Tchouaméni, vous avez Jules Koundé, Alphonse Areola. Ensuite, vous avez le Portugal, numéro 4. Vous avez, et vous voyez que l'Allemagne, numéro 6, l'Argentine, la Belgique, etc., etc., etc. Et puis ensuite, vous voyez en bas, vous avez les autres équipes. Vous avez le Sénégal, le Maroc, il est là, pardon. La Croatie, la Serbie, le Danemark, le Sénégal, 288 millions. Le Maroc, alors c'est un autre classement, hein, mais vous voyez que ce ne sont pas les équipes les mieux dotées financièrement. Donc,
premièrement, le Maroc ne fait pas partie des équipes les plus riches, les plus puissantes au monde. OK, premièrement. Deuxièmement, vous avez un coach, hein, Validovic, si ma mémoire est bonne, qui est viré 3 mois avant la Coupe du Monde. Donc déjà, ça commence super mal. Imaginez, en France, Deschamps, on le vire 3 mois, 3 mois avant le début de la Coupe du Monde. On va dire, ils sont bizarres là. Qu'est-ce qui se passe? C'est suicidaire, on est d'accord, c'est suicidaire. C'est presque mission impossible. Et en fait, ce qui est incroyable, je pense que la fédération marocaine, elle a vu ce coach qui avait déjà fait ses preuves, qui a déjà le bon mindset, et se sont dit, OK, on n'a rien à perdre. Moi, je pense que c'est l'ancien coach ne voulait pas de certains joueurs comme Ziyech et autres, un Ziyech qui est excellent. Il voulait pas de ces joueurs. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où ben, la fédération marocaine a été obligée de virer l'ancien coach, à recruter ce nouveau coach, Walid Regragui, qui a rappelé ces joueurs qui sont des stars, mais qui, par contre, par exemple, Ziyech, il joue pas énormément, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec le. Donc, c'est des stars, mais c'est pas genre d'Mbappé, etc. Ils ont le talent pour. Et c'est intéressant parce que j'ai étudié le gardien marocain. Le gardien marocain, il a pas joué dans des très très grands clubs, mais il a fait des petits clubs, etc. Et puis il a fait alors qu'il est excellent. Et on voit bien également que le fait de jouer pour une grande équipe nationale, ça va également vous ouvrir les portes des grands clubs. Et je suis convaincu que cette équipe marocaine, vu ce qu'elle a fait, il y a plusieurs de ces joueurs qui vont être recrutés par les grands clubs et qui vont être payés à prix d'or. Mais ça, encore une fois, on voit le côté argent, l'argent roi. Alors, bien sûr, il y a des joueurs qui sont exceptionnels, Coupe du Monde ou pas, ces joueurs, ils sont voilà, recrutés tout le temps, donc ils ne sont pas dépendants de leur équipe nationale. Mais clairement, le fait que le Maroc ait réalisé cet exploit, puisque c'est un exploit, bah, va augmenter la valeur de ces joueurs. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé avec Walid, au départ, j'ai vu le match, et le gars, il rentre sur le terrain, genre après la mi-temps, avec son petit café. Et là, moi, je regardais, je me dis, c'est quoi ce mec? C'est qui ce mec? Tu rentres pas sur un terrain avec un café, quoi. C'est la Coupe du Monde. C'est la guerre. Bon, donc moi, dès le départ, je me suis dit, après, je le voyais siffler. Après, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc? Mais encore une fois, et je l'avoue, j'ai jugé sur deux, trois choses, ce qui n'est pas bien. Mais en même temps, c'est clair que pour moi, chaque détail est important. C'est-à-dire, quand tu es en Coupe du Monde, chaque détail compte. Donc, le fait d'arriver avec un petit café tranquille, etc. Voilà. Mais je sais que le mec n'était pas tranquille intérieurement, et la preuve, hein, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Mais ensuite, j'ai écouté l'un de ses speeches, de ses discours, et le mec, en fait, ce qu'il a dit m'a plu. C'était avant, bien évidemment, la qualification au huitième de finale. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les équipes africaines, généralement, elles arrivent au mondial, elles font des grands matchs, elles font des beaux matchs. Tout le monde dit, waouh, cette équipe était géniale. Waouh, le Maroc, il était top. Waouh, le Sénégal, il était top. Waouh, le Cameroun, oh là là, magnifique. Waouh, ils nous ont fait plaisir. C'est genre, ça reste le folklore, on est d'accord. Ça reste du folklore. Les équipes africaines, elles viennent juste pour mettre un petit côté exotique, et ensuite, allez, on rentre dans les choses sérieuses, c'est plus pour vous. D'accord, on va rentrer dans. C'est comme ça que ça se passait. Donc, lui, il est arrivé avec le mindset de non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas là pour faire de la figuration. Et c'est ce qu'il a dit. On n'est pas là pour. On n'a pas de complexe. On n'a pas les moyens des autres. On n'est pas aussi bon que les autres. Mais on va mettre notre tripes. Et là, je me suis dit, il a tout raison. Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que de toutes les manières, le Maroc n'a pas les moyens des grandes équipes. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas les grandes stars. Il n'a pas. Mais, et c'est ce qu'on a vu avec l'Espagne, ce qu'on a vu dans les autres matchs, le Maroc a mis son cœur. Et c'est une question de mindset. Et donc, ce coach, pour moi, il est exceptionnel parce qu'il le dit d'ailleurs, il parle beaucoup de mindset, beaucoup de psychologie, etc.
Ce coach, il est arrivé à dire, voilà, nous, les équipes africaines, on arrivait toujours avec ce complexe de, ben voilà, on va jouer contre l'Allemagne, contre le Brésil, contre la Belgique, contre la France. Et en fait, non. Si tu arrives avec ce complexe, t'es foutu. Mais si tu arrives avec, OK, ils sont meilleurs que moi, ou sont meilleurs que nous, mais on va tout donner sur le terrain. Et au final, c'est 90 minutes de jeu. C'est-à-dire 90 minutes de jeu, tout peut arriver. Et tout peut arriver à tel point que le Maroc, c'était genre, à chaque fois je voyais les classements, genre, contre la Belgique, le favori, Belgique. La Croatie, bah, le favori, Croatie. Je pense contre Canada, ils ont dû dire, ok, le Maroc est favori. Mais à chaque fois, le Maroc n'était pas favori. Et là, en fait, le Maroc a été favori. Et donc, ici, ce que moi j'ai retenu, euh, c'est finalement, tu peux partir de très bas, tu peux ne pas avoir les moyens, tu peux ne pas faire de choses, tu peux ne pas avoir voilà, le charisme de quelqu'un ou la force de quelqu'un ou les moyens financiers de quelqu'un, mais tu peux réaliser des choses incroyables. Et je pense que c'est ce qui explique personnellement pour moi, hein, et j'aimerais bien avoir vos avis, ce qui explique le succès du Maroc, ce qui explique pourquoi autant de gens sont derrière le Maroc, ce qui explique pourquoi le Maroc finalement a fait sensation. Maintenant, voilà, moi je leur souhaite beaucoup de chance hein, contre le Portugal parce que je pense que ça va être une grosse équipe. Je pense qu'ils ont déjà fait quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'ils peuvent aller en finale? Oui. Est-ce qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde? Oui. Et c'est ça le truc le plus incroyable. Est-ce qu'ils vont le faire? Les chances ne leur sont pas favorables. Ok, les probas ne leur sont pas favorables. Il faut être serein, il faut être réaliste, il faut. Mais ce qu'ils ont déjà fait, c'est déjà surréaliste. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est juste incroyable. Maintenant, c'est est-ce qu'il y a encore des joueurs qui sont qui ont l'énergie pour jouer parce qu'il y a plusieurs blessés dans l'équipe marocaine. Est-ce que ils vont réaliser quelque chose ou ils vont juste faire de la figuration? Pour le moment, ils ont, à mon sens, réalisé un exploit. Ils ont rendu fiers, pas qu'un continent, mais plusieurs pays dans le monde, hein, vous avez vu. Je pense que aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe, c'est ça ce qui est incroyable, c'est l'équipe qui a le plus de supporters dans le monde, hein. Ça va être le Maroc. Maintenant, clairement, s'ils perdent, bon, tout le monde va être déçu et c'est normal, d'accord? S'ils gagnent et ils vont en demi-finale, alors là, ça va être incroyable. Et là, on va voir, est-ce qu'ils vont jouer contre la France ou est-ce qu'ils vont jouer contre l'Angleterre? Alors la France, bon, elle est magnifique, c'est une très très belle équipe, etc. Mais vous avez vu, quelle est l'équipe aujourd'hui qui vaut le plus cher sur le marché? C'est l'Angleterre. Et donc, si on en croit les statistiques, si on en croit, bon, normalement, l'Angleterre devrait l'emporter. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est voilà, c'est les chiffres hein, qui parlent. Mais encore une fois, moi, je suis pas très foot à part la Coupe du Monde. Et je le dis, hein, je le dis, je le répète, je regarde pas la Ligue 1, je regarde pas les classicos, je m'en fiche. Parce que pour moi, ça reste du business et je préfère me focaliser sur mon business, sur des choses plus importantes. Mais la Coupe du Monde, il y a un truc particulier. Il y a un truc incroyable, il y a un rêve, il y a l'histoire, tu te rappelles encore de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu te rappelles, moi je me rappelle je sais pas moi, de 90 ou voilà, de 98, je m'en rappelle. C'est incroyable, c'est une expérience incroyable. Donc c'est ça ce qui est magnifique. Moi, je suis vraiment fier et heureux pour ce qu'a fait le Maroc. Je suis très, très content. Je suis réaliste également, mais en même temps, je me dis, ils ont fait tellement un truc tellement incroyable que tout est possible, hein. Encore une fois, il leur reste quart de finale, demi-finale, finale. Ça va être chaud, mais c'est ça le truc, c'est que ce serait un exploit. Et au-delà de ça, clairement, je pense que qu'ils gagnent ou qu'ils gagnent pas, ils ont déjà réalisé un parcours juste incroyable. Et après, oui, je pense que l'Afrique mériterait d'organiser la Coupe du Monde, une autre équipe, un autre pays africain, ou peut-être plusieurs pays africains. Peut-être également qu'une équipe africaine mériterait de gagner la Coupe du Monde. Mais je pense que vous avez compris mon point de vue, les amis. C'est d'abord le business, c'est d'abord le fric. Voilà, c'est pas cynique ce que je dis, mais clairement, c'est une question d'investissement. Et quand je parle d'investissement en bourse, ben, c'est la même chose que dans le foot
ou dans n'importe quel autre domaine. C'est-à-dire, tu peux pas avoir une grande équipe si tu mets pas les moyens. Et donc, clairement, les équipes africaines, elles vont devoir mettre des moyens, elles vont devoir créer des futurs champions, elles doivent les encourager. Et voilà. Et ensuite, ma conclusion, ça reste du foot. Hein, je vois les violences débiles. Je vois des gens qui vont emprunter pour aller voir un match de Coupe du Monde, débile. Je vois des gens qui vont faire du foot leur objectif de vie, débile. D'accord? C'est extraordinaire, ça procure des émotions extraordinaires. Et pour moi, c'est un sport magnifique. Les sensations sont sensationnelles, mais ça reste du sport. Et il y a plus important, il y a le fait d'investir en soi, il y a le fait de réaliser des grandes choses, il y a le fait de se dépasser, il y a le fait d'être le propre acteur de sa vie. Je le dis parce qu'encore une fois, trop de personnes, malheureusement, surtout en Afrique, sont genre dominées par le foot. C'est-à-dire, le foot, c'est leur religion. Et pour moi, ça reste un sport. Magnifique, beau, spectaculaire, mais ce n'est qu'un sport. Voilà les amis, que le meilleur gagne. Je vous embrasse, je vous kiffe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!